Le Mont Ventoux a donné son verdict, Valentin Paré-Peintre est le grand vainqueur du jour, Ben Nili second, et on a eu un beau duel entre Tadej Pogačar et Jonas Vingegaard, mais pas que, on a eu aussi une équipe Visma Lease Bike en grande forme. Hugo, tes premiers mots après cette étape? Une étape extraordinaire déjà, on peut se le dire, on a vibré à tous les niveaux de cette course, que ce soit pour le podium, pour le classement en général, pour la première place, mais aussi pour l'étape. Franchement, j'ai vraiment kiffé, même pour le top 10 au final, parce que même pour les places du top 10, Ben Nili, Rodriguez, ouais, on a vu ça, ouais. T'en penses quoi, Noah? Ouais, bah de la tactique à tous les niveaux, de la tactique finalement avec la Soudal pour la victoire d'étape, de la tactique comme tu l'as dit avec la Visma pour essayer de faire un peu flancher Pogacar. Donc étape magnifique, étape on l'avait dit un petit peu promise aux échappés, ça s'est valu quand même de peu. Au final, il n'y a que quelques secondes entre Pogacar et Valentin Paré-Peintre. Mais voilà, c'est l'échappée qui va au bout, ça fait plaisir sur une arrivée mythique de ce tour-là. Félicitations à la Soudal. Revenons un peu sur les événements de ce jour. D'abord, une échappée qui a eu vraiment dur à se constituer. Plus de 52 de moyenne sur la première heure. C'est des moyennes astronomiques. Et puis, on a vu un trio avec Marco Haller, avec Marc Hirschi, qui est pourtant, depuis le début du tour, un peu transparent, et Xandro Meurice se détacher. Et là, on a vraiment vu une équipe UAE qui voulait laisser partir les échappés, contrôler. Et on a eu même des moments de nervosité de Nils Politt. Alors, est-ce que c'est dans le droit des autres équipes d'attaquer? Est-ce que c'est un excès de zèle, selon vous, de la part de UAE et de Nils Politt? Je pense que c'est ce que Nils Politt devait faire, mais peut-être pas de la meilleure des manières. Je pense que c'est totalement légitime de toutes les équipes d'attaquer. On est dans une course, donc tout le monde a le droit de faire la course. Tout le monde a vraiment l'objectif de gagner les étapes, le général. Je pense que tout le monde avait intérêt à attaquer et essayer d'être à l'avant. Maintenant, je pense que lui, son intérêt, c'est de rendre la course la plus calme possible. Il faut que protéger son leader, protéger même les équipiers, parce que lui, c'est le premier rempart au final. C'est lui qui filtre aussi ses échappées. Donc, je pense qu'il y avait une petite nervosité pour lui qui, ça fait quand même pas mal d'étapes là qui sont arrivées avec 50 km/h de moyenne sur les premières heures. Des fois c'est la première heure, des fois c'est sur 2, même des fois c'est sur 3 heures. Ça devient compliqué pour eux à gérer et je trouve que je peux comprendre la frustration. Maintenant, je pense qu'il faut pas oublier que lui aussi il essayait de prendre des échappées il y a des années et que maintenant il n'est pas dans le même rôle. Donc je pense qu'il a un peu oublié ça. Ouais, Noah, quand on a vu ces images-là, on peut se dire aussi que le mec, ça fait maintenant quelques fois qu'il va chercher, et comme toujours, dans le peloton, une fois que l'échappée est partie, mais il y a un peu une tradition de laisser un peu l'échappée partir. Est-ce que pour toi, il était droit dans ses bottes en réagissant comme ça? Non, pour moi, mauvaise attitude. Surtout que tu dis on est un peu dans une tradition. Ça m'étonnerait qu'eux défendent cette thèse parce que s'il y en a bien un qui casse toutes les traditions du cyclisme, c'est bien Tadej Pogacar. Donc non, pour moi c'est une mauvaise attitude, ça donne pas une bonne image du cyclisme. Après je veux pas insulter gratuitement Politt, après on sait pas ce qui se passe dans la course, des fois on surréagit, on sait pas exactement ce qui s'est dit non plus. Mais je trouve que ça donne pas une belle image, je trouve qu'on va pas remuer le couteau dans la plaie, mais pour moi c'est pas une belle attitude et ça se trouve il va peut-être même s'excuser plus tard. Je pense que pour l'image c'est important, mais non, c'est la course de vélo, on doit faire la course, il y a de la bagarre tous les jours pour les échapper, faut laisser la bagarre, surtout que c'est pas des hommes importants pour le général qui essaient de partir à ce moment-là. Je pense qu'il y a eu un peu des noms d'oiseaux, puis comme Hugo le disait, avant il a été dans d'autres rôles, et je trouve qu'il faut pas oublier le passé, donc mauvaise attitude pour moi. Un gros groupe de presque 30 coureurs qui ont réussi à s'échapper, ils ont pris jusqu'à 6 minutes 50 si je me trompe pas d'avance, quasiment 7 minutes, et à l'approche de l'étape, enfin de la finale de l'étape, un petit groupe s'est extirpé, s'est extirpé, et finalement ils entament le Mont Ventoux avec 1 minute 30 d'avance sur un groupe comme avec Illy, avec des Valentin Paré-Peintre, avec Van Wilder, avec Pascal Ecorne chez Quickstep qui a fait un travail énorme également. Avec un Victor Kampenaerts, si je me note aussi. Ouais, et puis aussi UAE qui a quand même finalement réussi à mettre 2 coureurs devant avec Sivakov et Soler. On en parlera dans un instant parce qu'ils ont quand même été inexistants par la suite. Et puis on arrive là et le peloton est très très nerveux également et ça revient très très vite au pied. Est-ce que vous avez cru que directement, est-ce que vous saviez que l'échappée allait aller au bout, au pied du Mont Ventoux? Moi, au pied du Mont Ventoux, j'étais certain qu'elle allait aller au bout. Je pensais pas que c'était possible de reprendre autant de temps déjà que ce que les favoris ont fait. Et je suis sûr et certain que Pogacar pourrait en reprendre encore un peu plus s'il avait un peu
enfin, s'il avait plus attaqué Vingegaard et qu'il n'était pas resté en mode défensif. Mais ça, c'est plus tard dans la vidéo qu'on va en parler. Mais je trouve qu'il y a des équipes depuis ce début du tour qui se montrent comme la Tudor. Je trouve qu'ils Aujourd'hui, sont parfaitement couru. Oui, franchement, et même la plupart du temps, parce que ici, cette fois-ci, Storer n'était pas devant. Peut-être l'étape où il fallait qu'il soit devant, mais il n'était pas devant. Mais Julien Lafilippe, au final, c'est mérité de miser sur lui. Parce qu'il fait une super ascension, il est devant au moment où il faut. Ils ont mis Trentin avec, qui a fait un super boulot. Après, Trentin, il ne faut pas lui en demander plus pour après, mais jusque-là, c'est vraiment un super boulot. Et derrière, c'est sûr qu'on avait une équipe Soudal qui, depuis ce début de tour, elle vole clairement, même si je pense que c'est la première fois qu'on voyait ces coureurs-là s'illustrer. Moi, ce qui m'a marqué sur cette étape, sur les gars de l'échappée, c'est qu'on voit qu'on est en 3e semaine et que les jambes ne mentent pas. Parce que j'ai vu beaucoup de gars péter de l'avant et se faire reprendre hyper tard. Julien Lafilippe qui vient quand même faire 8e du top 10. On prend Jonas Abrahamsen qui a pété presque au pied à 18 km de l'arrivée et qui finalement se fait reprendre par le peloton maillot jaune à 8 km ou 7 km. Donc chaque gars qui se faisait reprendre, j'avais l'impression, a quand même fait une belle ascension dans l'ensemble. Et d'ailleurs, il n'y a pas tant d'écart que ça, j'ai envie de dire, entre les gars qui étaient les plus forts de l'échappée au sommet. D'ailleurs, c'est toujours les mêmes sur la dernière semaine qui reviennent dans les échappées. Quand on regarde Benili, je ne sais pas combien de fois il a déjà été devant. À Rensman, il n'y a plus rien à prouver. À la Philippe, il y a 2 jours, il était encore devant. Kampenarts aussi. Quand on regarde tous ces coureurs-là, il n'y a plus de surprise en fait. Moi, j'aimerais juste rebondir sur l'équipe Quick-Step. Elle vole, oui, grâce au sprint de Tim Merlier, grâce au chrono de Remco Evenepoel. Mais par contre, je suis pas si d'accord que toi avec ça parce que quand on a eu besoin de soutien pour Remco Evenepoel, il n'y en avait pas. Alors, je peux comprendre la réaction de Ilan Van Wilder parce que c'est pas chouette d'entendre tous les jours dans la presse que l'équipe est absente. Et c'est pas vrai puisque on le voit encore aujourd'hui, ils ont vraiment un bon niveau. Mais dans les moments importants, quand c'est pas pour jouer pour eux, l'air de rien, ils ont été absents. Bordure, abandonné. Dans les étapes de moyenne montagne, ils l'ont abandonné. Et puis, dans la partie où il a vraiment fallu aider, ils n'étaient pas là non plus. Le jour où Remco craque, il n'y a plus personne non plus avec. Après, j'ai une question là qui me vient en tête. Avec donc ces 4 étapes qu'ils ont... quatre étapes qu'ils ont remportées. Combien de jours en blanc, je ne saurais pas dire, mais quand même quelques-uns. Pas mal de fois aussi sur le podium, jusqu'au dernier jour de Remco sur le podium du Tour de France. Est-ce que quand on est dans cette équipe-là avant le Tour, est-ce qu'on ne signe pas pour ce Tour de France-là ? Après, les victoires d'étape sont importantes. C'est pour ça qu'ils sont venus avec Merlier. Et le fait de, après avoir vécu ça avec Remco, mais c'est une le question, fait d'encore je me pose. raconter une étape, Mais on va répondre. je pense que l'objectif était quand même de venir faire un classement avec Remco. Après, on peut pas être déçu de la Tour de France comme ça. On gagne 4 étapes et peut-être d'autres parce que le Tour n'est pas fini. Donc non, on peut pas être déçu. Après, s'attendre à plus. Oui, je pense qu'il s'attendait peut-être à plus. En tout cas, avec Remco, tu t'attends jamais à ce que, peu importe ce qu'on peut me raconter, à ce qu'il abandonne. Donc ouais, moi je reviens sur ce que Noah dit, exactement d'accord avec lui. Où quand on a une perception, c'est que pour moi l'équipe a répondu seule par des individualités. Aujourd'hui, c'est la première fois qu'on a vu vraiment un effectif et un collectif. Merlier, il va gagner à chaque fois tout seul. Qu'il soit à la limite, qu'il soit chez Tudor ou Anti ou Arkea, il aurait gagné. Valentin Paré-Peintre aujourd'hui, non. Remco, son chrono, c'était la perfection, c'est sa spécialité. Et donc du coup, moi, l'image générale que j'ai reçue, c'est plutôt des jours où ils ont ramassé des claques que des jours où ils ont... Je me souviens plus des claques que des grosses victoires. Aujourd'hui, ça change la donne. Tant mieux. Maintenant, c'est pas un tour qui est raté, loin de là. C'est un tour qui est pour moi... Ils vont arriver avec un 8 sur 10, mais pour avoir du 10 sur 10, et sur ce à quoi ils s'attendaient, il fallait sortir avec un podium. Ils l'auront pas. Je vais revenir sur ce que vous avez dit. Je trouve quand même bizarre. Alors, je veux pas faire d'accusation. Je pense qu'il y a sûrement d'autres facteurs qui jouent, mais que depuis que Remco Evenepoel n'est plus là, on voit quand même un Valentin Paré-Peintre qui survole. Je trouve qu'il a toujours été un peu en retrait jusqu'au moment où Remco Evenepoel n'est plus là. Et là, on le retrouve à l'attaque, à l'avant. Et même quand il est à l'avant, il est vraiment acteur de cette course. Jusqu'à présent, il a été toujours quelqu'un, allez, on va dire inoffensif, pas inoffensif, mais quelqu'un qui était plutôt dans les roues, qui se cachait. Il était à l'abri du vent, il y avait mon route leader qui est derrière. Et ici, on le voit plutôt à l'attaque. Et malgré tout,
il arrive à être performant et je trouve ça quand même assez bizarre. Ouais, moi j'ai 2 éléments de réponse, je sais pas si tu veux ajouter, mais moi j'ai 2 éléments de réponse. C'est un, son pic de forme était fait pour être sur la 3e semaine, et 2e et 3e semaine avec Remco. Donc normalement c'est sur la dernière partie du tour qu'il devait être le plus fort, et il l'est. Deuxième chose, c'est un coureur qui est connu pour avoir une récupération extraordinaire. Et là, faut quand même pas oublier que de 1, les étapes toutes plates sont quand même derrière lui. De 2, là c'est vraiment une montée sèche, c'est quelque chose qui lui convient extrêmement bien. Et de 3, les mecs ils sont à bloc depuis en dépenses énergétiques depuis, je sais pas moi, 15 jours. Ils sont à des milliers de calories, et que lui, l'air de rien, à chaque boss, il a quelques kilos en moins à passer. Et, 52 kilos il fait. Ouais, et donc du coup, quand on regarde et qu'il faut passer 5000 mètres de dénivelé, imagine le nombre de watts en moins qu'il faut pousser par rapport aux autres. Par Et rapport donc- à Ben Illy, il a 13 kilos de moins. quand même. Ouais. Et donc sur un jour, peut-être que les autres ont une meilleure force, mais sur 15 jours, 20 jours, 21 jours comme un Tour de France, je peux comprendre que pour lui, pour Martinez, c'est ça qui fait un peu la différence, je trouve. Ouais. Moi je voulais parler de Ben Illy aussi, qu'on a vu aujourd'hui, comme depuis plusieurs jours, comme depuis même sa victoire d'étape, très très fort. Je pense qu'il était à l'avant pour la victoire d'étape. Après le fait de reprendre un peu du temps, c'est du bonus. D'ailleurs il remonte 9ème au général grâce à ça, parce que il a presque rien eu sur Pogacar et Vingegaard, mais les autres étaient beaucoup plus loin du général, donc ça fait qu'il reprend quand même un petit peu de temps. Et puis il était là et fort, il roule en patron depuis le pied du col, le pied du Ventoux. Je vais pas dire qu'il y a que lui qui roule, mais en tout cas il roule correctement à son rythme. Ils se sont attaqués plusieurs fois l'un l'autre avec. Et vous avez vu les mandales qui sont mises, les attaques qu'ils ont mises, Ouais, c'est c'était impressionnant. J'avais l'impression Très qu'ils beau à étaient voir. au même niveau, que ça aurait été impossible qu'ils se lâchent avant le Je pense que sprint final. Valentin était plus explosif et que Ben Illy était un rien plus puissant, mais que quand je vois tous les deux, c'était vraiment incroyable à voir, et c'était du très très beau spectacle. Mais j'aurais bien aimé voir Paré Peintre virer en premier dans le dernier virage, parce que même si c'est très raide, etc., on a vu que virer à l'intérieur avec un peu de vitesse, après ça joue dans la pente, mais je pense que ça aurait peut-être eu quelque chose de différent, parce que Ben Illy avait déjà fait une bonne partie de son effort avant ce grand virage, et puis être transcendé par le fait d'Ilan Van Wilder qui revient, ça joue dans vos têtes. Ouais, bien sûr. Surtout Van Wilder a dit que quand il était revenu, il avait demandé une deuxième fois: tes jambes sont bien, et il avait répondu: là il n'y a pas le droit à l'erreur, et heureusement il se rate pas, mais c'était comme serré entre les deux Ouais, dans les je pense attaques. que C'était- Van Wilder aurait quand même pas pu faire autre chose Non. que le 4ème. Mais en tout cas, ouais, c'est impressionnant de la manière dont il a répondu. Ouais. Mais je vais revenir sur ce que tu as dit, les mandales qui se sont mises. Je trouve que c'est ce qui nous a un peu manqué jusqu'à présent sur le Tour de France. On attend ce genre d'attaque chez les favoris parce qu'on espère toujours que les favoris soient du même niveau. Malheureusement, pour l'instant, ils ne le sont pas. Et je trouve que c'est ce qui nous a vraiment manqué, même dans la course en général. On a souvent des hommes qui viennent seuls, des sprints, ou les favoris qui se disputent la gagne. Mais ici, on a vraiment vu que ça s'est joué quasiment au mental, parce que on a été plus loin que l'effort. Et c'est vrai que peut-être Illy a été un peu moins explosif, mais je trouve qu'il s'est quand même donné tellement que c'était super beau à voir. Ouais. J'aimerais comme mentionner avant qu'on aille sur la partie des favoris, et c'est ce qui nous intéresse aussi tous les jours de regarder ça, c'est quand même mentionner Enric Mas qui, malgré qu'il soit à un niveau plus faible, il est quand même vaillant, il essaie d'aller dans les échappées, mais malheureusement on le voit, il n'est pas au niveau. Arensman, je pense qu'il a quand même payé un peu les efforts qu'il a fait tout au long de ces derniers jours. Et à la Philippe, encore une fois, vous en avez déjà parlé et touché un mot, mais l'air de rien, on recommence à avoir un Alaphilippe plus qu'au niveau, et je pense qu'il va être très dangereux à la fin de ce Tour de France, après pour les courses qui arrivent, donc par exemple à San Sébastien, Plouay, etc. Ça ne m'étonnerait pas qu'il puisse faire un gros numéro. Petite mention aussi à Buitrago quand même, parce que c'est quand même un coureur qui a eu vraiment pas de chance au début de ce tour. Ouais. Et en plus, je pense que c'est même 2 fois qu'il est tombé au début du tour. Il arrive tout doucement à se remettre de ses blessures, et ça se voit qu'il était peut-être un peu plus faible que les autres, mais au mental il est aussi il lâchait rien, il était encore là même jusqu'au dernier kilomètre, donc franchement chapeau. Alors passons à la lutte pour les favoris. Et donc du coup on en a parlé, une équipe UAE qui était déjà un petit peu nerveuse, châtillée au début de cette étape, et on le voyait, on le savait qu'elle voulait gagner. Elle a gagné cette étape. Et puis au final, on a laissé très longtemps Nils Politt contrôler à lui tout seul, et au pied, parce qu'il faut le savoir, ceux qui ont déjà fait le Ventoux, le pied c'est déjà très 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 dur, même si ce n'est pas répertorié.
Là, on a vu les autres équipes se placer. Et puis, on a vu un plan clair. L'équipe Visma Leasebike a tout voulu faire péter avec un Wout van Aert, Sepkus et Simon Yates qui n'a pas malheureusement le niveau attendu. Mais on savait qu'il y avait quand même 2 mecs devant. On ne savait pas quand on allait les reprendre, etc. Mais le plan était de mettre Pogacar sous pression dès le début. Et ça a été fait. Ça a été fait parce que Pogacar, les équipiers aujourd'hui, on a vu ce qui n'est presque jamais arrivé, Narvaez, sans faire un seul relais, ni même être là un peu plus loin, un peu pété. Wellens qui avait l'air bien, qui était proche de son leader, qui lui aussi a pété, qui a fait un peu, je pense, le lieutenant toute la journée, mais qui finalement, dans la montée finale, n'a pas beaucoup servi. Les 2 gars, comme tu l'as dit tout à l'heure, qui revenaient de devant, Sivakov, surtout qu'on n'a pas vraiment vu, qui a servi presque à rien. Au même titre que les 2 Visma qui étaient devant l'autre fois. Et Solaire qui a fait du solaire. Et il a été lâché directement, puis il a réattaqué du groupe de derrière pour essayer de revenir. Mais bon, et Adam Yates qui a fait un peu queue de peloton, un peu comme son frère. Mais sinon, on a vu un Kuss qu'on n'avait quand même plus vu, pas vu dans les Pyrénées comme ça, fort, qui a fait un relais de je ne sais pas combien de minutes, mais en faisant péter presque tout le monde. Vingegaard qui a attaqué d'une manière. Ça fait longtemps que je ne l'avais plus vu attaquer aussi longtemps, qui récupère à Benoît, qui là encore fait un relais énorme pour récupérer à Campenard. Une question avant d'aller plus loin, est-ce que sur la première attaque, parce qu'à la TV on a vu Pogacar grimacer sur la première attaque de Jonas Vingegaard, là vous vous êtes dit, ah, il y a quelque chose à faire. Alors moi je me suis pas dit sur celle-là, mais je me suis dit sur celle au moment où Benoît se relâche. Je trouve dommage qu'il n'ait pas eu l'effet de surprise d'attaquer avant que Benoît se rassoie sur sa selle, parce que malheureusement quand on voit que le coureur qui est devant toi se rassoit, on s'attend à cette attaque là, donc c'est dommage qu'il n'ait pas eu la fraction de seconde ou la seconde avant, parce qu'on a vu Pogacar se rasseoir sur sa selle. Après, Pogacar qui se rassoit sur sa selle, c'est pas toujours synonyme de péter ou même de faiblir au niveau watt, mais ici, du contraire. Mais ici, là, j'avais l'impression que c'était vraiment se mettre sur sa selle parce que on était un peu à mal de jambes. Maintenant, je doute que ce soit vraiment à 100% ça, mais c'est l'impression que j'ai eue, et cette impression-là me donne un peu envie d'espérer de voir à un moment donné peut-être une étape au moins ou 2. De voir que ça va se rendre des coups pour coups, quoi. Ouais, depuis le début de ce Tour de France, malheureusement, une grosse partie des cols de hors catégorie ou les derniers cols sont avec le vent un peu défavorable. Et ici, bien évidemment, Jonas Vingegaard a été désavantagé par ça, parce que quand on veut lâcher quelqu'un et qu'il y a quelqu'un qui est abrité, c'est un peu plus compliqué. Mais une fois que Benoît a fait un relais à la Wout van Aert, on va dire presque, il remet une banderie. Et là, il arrive sur un Victor Campenard qui nous fait encore une fois un relais plus long, moins intense, je pense, mais qui a quand même encore une fois soulagé Jonas Vingegaard. Et là, on voyait vraiment que la stratégie était rodée, au point. Et là, on commence peut-être à se dire que ils sont tout aussi forts, pourquoi pas plus forts que l'équipe UAE. J'ai 2 questions. Est-ce que vous pensez que déjà Campenard a déjà eu un rôle aussi important dans sa carrière depuis le début de sa carrière? Et aussi, est-ce que Visma pouvait faire mieux aujourd'hui? Non, mieux, ça me semble compliqué. Pour répondre à ta première question, je pense pas. Mais après, il a l'air super fort. Faut pas oublier qu'il y a très peu de temps, il gagne quand même sur le Tour avec son ancienne équipe. Recordman de l'heure sur Recordman de l'heure. Oui, l'heure. un peu plus longtemps. Mais c'est vrai que depuis quelques années, où même chez Lotto, où il se consacre un peu moins au chrono, j'ai quand même l'impression que en montagne, il est fort, il est très fort. Et dans une équipe comme ça, où on travaille la montagne, je pense qu'on pèse chaque aliment, où le poids est optimisé, où le rapport poids-puissance, peu importe si tu es un grimpeur ou pas, est vraiment mis au point. On voit même comme un Polite, même s'il est chez eux, grimpe aussi dans ces 2 équipes-là. Je pense que n'importe qui rentre là chez grimper et tirer des bouts droits, mais comme Penart, surtout qu'on sait qu'il s'est repoussé l'effort très très loin. On sait que pour des efforts comme quand il était recordman de l'heure, repousser des efforts lactiques très forts pendant longtemps en mettant quand même de la puissance, c'est difficile. Ça lui correspond bien comme équipier, mais aussi fort dans la montagne, je m'y attendais quand même pas. Ouais, je te rejoins. Le niveau de Campenard, en fait, il est souvent caché parce qu'il n'a pas une pointe de vitesse extraordinaire et c'est pas un gagneur comme on peut s'attendre, et donc on le voit pas au premier plan quand il est dans une équipe où il doit lui-même scorer. Après, il faut pas oublier, champion d'Europe du contre-la-montre, je pense à 2 reprises. Le mec gagné au Tour de France et recordman de l'heure. Donc ça veut dire qu'il est apte. Sur les classiques flandriennes, on le voit régulièrement aussi de jouer un rôle important.
Et maintenant, bah oui, le mec il a eu 1 an pour se préparer parce qu'on l'a pas vu très très présent sur les classiques flandriennes non plus. On l'a pas vu très très présent tout le reste de l'année. Et il a changé de rôle. Mais il a un rôle qui est bien défini, c'est de rouler le plus vite, le plus fort, le plus longtemps possible pour Jonas Vingegaard. Maintenant, à ce niveau-là, ouais, ça c'est clair, je te rejoins Noah, je m'attendais pas à ça. Bah, je trouve que même dans la hiérarchie chez Visma, il a sauté une place. J'ai même l'impression qu'il est sur le point de devenir plus fort que Benoît. Parce que j'ai l'impression que Aujourd'hui, c'était le cas aujourd'hui. depuis ce début de Tour de France, ben, c'est lui qui fait le relais avant Benoît. Mais Benoît a l'air déjà à bloc avant même de prendre les relais. Et donc, j'ai l'impression que même dans la hiérarchie, au début, on s'est un peu trompé. Mais maintenant, on a très vite switché. Et que ça prouve qu'il est vraiment en forme, qu'on ne s'attendait pas à le voir à ce niveau-là. Et comme tu l'as dit, Noah, Sepkus, honnêtement, je pense que c'est peut-être l'homme qui peut encore un peu faire changer la vapeur dans ces équipes-là. Et puis finalement, bah, Tadej Pogacar bat au sprint Jonas Vingegaard. Entre les deux, on a eu quelques petites attaques et finalement Pogacar n'a pas su lâcher Vingegaard. Vingegaard n'a pas su lâcher Tadej Pogacar. C'est presque un ex-aequo. Et on a d'autres coureurs comme Félix Gall qui ont pété très 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 vite. On a un Carlos Rodriguez qui perd une place par rapport à Ben Illy qui était devant. On a un Johansen qu'on n'a pas vu longtemps, un Vauquelin qui explose assez rapidement mais qui comme toujours est monté à son rythme. Et finalement, les deux Bora sont les deux coureurs qui ont été les plus impressionnants sur cette montée après les grands favoris. Bah, le seul qui a su à la limite s'accrocher un peu avec les deux les plus forts, Vingegaard et Pogacar, c'est Roglic. Roglic a essayé le plus longtemps possible. D'ailleurs, je me suis même dit à un moment donné, il a essayé de suivre et il a peut-être explosé. Et je pense qu'il a eu un petit coup de mou quand même pendant quelques centaines de mètres. Ça arrive. Mais je pense qu'au final, lui, sa pic de forme aussi, il est plutôt en 3e semaine. Parce qu'il semble progresser de plus en plus dans cette montagne. Peut-être aussi on sait bien que lui il a du mal sur les débuts de tour d'éviter les chutes, moralement c'est difficile les débuts de tour. Plutôt en 3e semaine, à mon avis, lui là maintenant il doit se dire bah mon tour je peux le finir, c'est maintenant que je peux vraiment tout donner. Donc je pense que c'est aussi ça qui a joué mentalement. Et il remonte comme 5e du général de la plus grande course du monde. 4e, il remonte 5e only, mais il a 30 secondes d'only qui est 4e. Et qui only a montré quand même quelques petites difficultés. Après, j'aimerais juste nuancer une chose, c'est que Primož Roglic, ce qui est son plus gros point faible, c'est surtout quand il y a une accumulation d'énormément de bosses, que ici c'était vraiment une course toute plate et une montée sèche. Donc voilà, je pense qu'il faut juste mettre une nuance. Mais on a vu aussi un Van Dijk faire un relais très très monstrueux dans la partie vent-face là, du Mont Chauve. Et finalement, bah, c'est quand même encore rassurant de voir l'équipe Bora qui tout doucement monte en niveau, mais ça vient vraiment de loin. Et Lipovic qui est aujourd'hui maillot blanc, pas assuré, mais presque, avec plus que 2 minutes sur Only. Avec plus qu'un seul concurrent, c'est Only. À part un jour vraiment sans, on aura un membre de l'équipe Bora sur le podium normalement. Après, c'est la première fois que Lipovic va vraiment faire 3 semaines sur le classement général. Donc, il avait fait, je pense, 5e ou 6e d'une Vuelta, je crois. Mais à vérifier. Je pense que c'est le Giro l'année passée qui fait. Non, la Vuelta, c'est vrai que tu as raison, mais il avait toujours été en tant qu'équipier quand même pour Roglic. Et donc, c'est la première fois qu'il est vraiment leader à 200% sur 3 semaines. Donc, à voir s'il n'aura pas un jour sans, parce que je pense. S'il a un jour sans, Only ne se privera pas de prendre du temps. Ouais. Et l'année passée, il fait 7e. On en parle quand même avec Noah, mais Bora, au final, sur ce Tour de France, je trouve que c'est parce qu'il y a les deux devant, mais sinon, on a quand même les deux hommes les plus dangereux ou les plus forts. Le premier du reste du monde, ça va être de Bora. Parce qu'il suffit qu'un potentiellement abandonne, ils peuvent peut-être faire 2 et 3. Et avoir le maillot blanc. Ouais, donc c'est quand même, pour l'instant. Je pense que c'est la grosse formation derrière les deux autres formations. Alors, petite question, il y a 3 jours, je pense que Jørgensen était encore 10e au classement général. Non, il était encore 4e au classement général, pardon. Vous savez quelle place il a aujourd'hui ? 28e. Ouais, j'allais dire 30. Non, il est 20e. Ah. Mais vous savez à combien de temps ? 45 minutes. À 55 minutes. Ah, j'étais pas loin. Ouais, donc, quand vous regardez ça, c'est le mec en 4 jours, il s'est pris... une grosse claque. Enfin voilà, tout ça pour dire qu'on a vu une énorme et une super belle étape, qu'il y a encore énormément de suspense.
Est-ce que, question plutôt globale, vous avez l'impression qu'il y a encore quelque chose à faire pour Visma Lease a Bike pour renverser ce Tour de France? Ouais, moi je pense que oui. Parce que. T'as j'y été rapide, crois- donc du coup tu voulais absolument répondre à la question. Oui, mais non, mais allez, je suis peut-être souvent optimiste, mais j'y crois. Je pense que ça va être très compliqué. Mais je pense qu'on n'est pas à l'abri d'une des étapes dans les Alpes où on a vu Vingegaard aujourd'hui, il est quand même beaucoup plus fringant. J'ai l'impression que dans les Pyrénées, alors c'est vrai, on peut dire oui, Pogacar gère. Je pense qu'à ce niveau-là, à la vitesse où c'est monté, je pense que si aujourd'hui il y a un record de l'ascension pour Pogacar, c'est quand même grâce à Visma et grâce à Vingegaard. Parce que oui, Vingegaard a eu l'aide de trois équipiers après son train habituel, mais il a quand même roulé presque tout le temps. Parce qu'évidemment Pogacar n'allait pas passer entre ses attaques. Il avait quand même un tempo extraordinaire, donc je le trouve un peu mieux. Et je pense qu'on n'est pas à l'abri qu'une fois Pogacar perd 30 secondes, 1 minute, 2 minutes. Alors 4 minutes, ça me paraît énorme. J'ai envie d'y croire, mais je pense qu'une fois, Vingegaard pourrait lâcher Pogacar sur une des deux étapes des Alpes. Pogacar pourrait avoir un petit jour sans, même si un jour sans de lui, ça fait peut-être un très bon jour pour d'autres coureurs. Mais je pense que de mon côté, c'est possible. Deux étapes de montagne justement qu'il reste. Est-ce que tu crois que, un, il peut le distancer, et de deux, est-ce que 4 minutes, c'est pas trop? 4 minutes, c'est trop pour moi, ça c'est sûr. Pour moi, le vainqueur, il n'y a plus trop de suspense pour le vainqueur. Maintenant, je pense qu'il y a encore de belles choses à aller voir, comme les victoires d'étape. Je reste persuadé que Vingegaard, il a quand même un esprit de gagnant. Et aujourd'hui, je serais aussi persuadé qu'il a peut-être en tête de gagner cette étape. Je pense que c'était peut-être une stratégie, justement, de se dire c'est parce que malheureusement Pogacar a su suivre. Mais si Pogacar n'est pas dans la roue de Vingegaard, je suis pas sûr que Valentin Paré-Pinte va remporter cette étape-ci. Donc Ah non, ça, c'est sûr, moi je suis sûr qu'ils reviennent. Hein, c'est la première chose. Je pense qu'il a un esprit de gagnant et il veut remporter une étape, ce qui va certainement arriver, je pense. Et j'ai l'impression aussi que les pentes, les courbes de forme, sont pas du tout de la même manière d'un côté que de l'autre. Il y en a une, elle monte de plus en plus, j'ai l'impression, chez Vingegaard. Pogacar, je sais pas encore si elle descend, mais en tout cas, elle est pas. J'ai pas l'impression qu'il. Soit il a pas envie de faire plus parce qu'il a pas envie de dominer son sport au-delà de ce qu'il peut faire maintenant. Il le domine déjà pas mal. Mais il domine déjà pas mal. Mais j'ai pas l'impression qu'il a l'envie de rendre la course difficile. Parce que lui, je pense que plus simple la course est, mieux c'est pour lui. Oui, la garantie de gagner. Donc je pense qu'il va gagner, ça c'est sûr. Maintenant, j'ai quand même une question en tête, c'est Pogacar a annoncé qu'il allait à la Volta. Vingegaard, est-ce qu'il ira Il a pas encore annoncé. Il y a eu des rumeurs de son équipe qui disaient que, mais ouais, voilà. Mais donc, est-ce que cette situation sera là aussi à la Volta? Oui, pour moi, ils vont faire les deux la Volta. Hein. Ouais, mais donc, est-ce que Pogacar sera aussi dominant sur la Volta que Pogacar? Je vais d'abord revenir sur la question de ce Tour de France. Pour moi, l'étape du col de la Loze, c'est quand même 3 énormes cols. Et donc, du coup, point d'interrogation par rapport à comment Pogacar va gérer ça. Mais pour moi, il maîtrise et il va rester dans la roue de Vingegaard jusque Paris. Pour la Vuelta, pour moi, tant le parcours du Tour de France avec ses longs cols comme le Galibier, le Tourmalet, le Mont Ventoux, etc., conviennent extrêmement bien à Jonas Vingegaard. La Vuelta aussi, bien sûr, mais je trouve que les ascensions sont beaucoup plus raides, sont beaucoup plus explosives sur la Vuelta. Et donc ça correspond 1000 fois mieux au profil de Tadej Pogacar, même s'il a encore jamais remporté, puisqu'il a fait qu'une fois. Donc pour moi, avantage à Pogacar aussi sur la Vuelta. Okay. Même moi je voulais juste dire, on parle des deux ogres avec l'écart. En dessous, quand on descend un petit peu dans le classement, il y a certains coureurs où pour le moment il y a moins d'écart, il faudra voir après les Alpes. Mais on a quand même quelque chose qu'on a très très rarement dans le Tour de France, ça veut dire la 20e étape n'est pas une étape de montagne, mais une étape un petit peu entre les deux. Donc par exemple, si on prend, il faudra voir après les Alpes et faire les comptes, mais s'il y a des coureurs chez qui il y a 20-30 secondes de différence, comme c'est le cas par exemple entre Roglic et Only, je pense que cette étape va avoir beaucoup d'importance. À 20-30 km de l'arrivée, on a quelques petites bosses, un peu comme on avait eu lors des premières étapes de ce tour. Donc je pense que c'est très intéressant les organisateurs d'avoir mis une 20e étape, non pas de montagne et arriver au sommet, mais une étape qui, je pense qu'Arnaud Delis dans sa dernière interview avait raison, sera pas spécialement arrivé pour les sprinteurs, et même les derniers punchers voudront quand même se faire la guerre parce que c'est quand même pas une étape facile. Donc je pense qu'il faut quand même noter cette étape là, que ce soit pour la victoire d'étape ou même pour les petits écarts qu'il y aura au général. Tu parles de Arnaud Delis, demain retour pour un parcours plus ou moins propice pour les sprinteurs. Normalement c'est
c'est la dernière chance d'un sprint massif avant les Champs-Élysées. De un, est-ce que pour vous, le sprint sera là? Moi, je pense que l'échappée ira au bout, mais de manière très compliquée parce que ça va vraiment se jouer à de justesse. Moi, je pense que ça va être un sprint. Moi aussi, puisque et Quickstep et Lidl Trek auront des équipes complètes. Et puis, du coup, quel sera votre favori? Parce que, du coup, toi, tu vois un mec en échappée. Je sais que tu as des coureurs spécialistes par rapport à ça. Moi, je vais directement le dire pour le sprint. Je pense qu'Arnaud Delis va enfin remporter sa victoire. Aujourd'hui, il a été très très fort dans les prises échappées. J'ai l'impression que Milan ne récupère pas de la manière dont il devrait. Je trouve que l'air de rien, dans le passé, Tim Merlier a eu des fois un peu plus de difficultés de récupérer aussi sur les derniers jours. Attention à Caden Groves. Mais en tout cas, pour moi, mon favori, c'est Arnaud Delis. Ben moi, mon favori, ce sera Girmay demain. Parce que je pense que il a usé beaucoup moins d'énergie que les autres sprinteurs durant ces étapes assez difficiles. On l'a même vu même aujourd'hui, un peu à l'avant, une fois que l'échappée était partie, pour essayer de la rejoindre. Ça veut quand même dire qu'il est pas trop mal. Là, on voit, comme tu l'as dit, Jonathan Milan, dès qu'il fait un petit effort ces jours-ci, on le sent qu'il est fort, mais on sent qu'au niveau lactique, au niveau récupération, c'est très difficile parce qu'il coupe vite son effort ou il se relève très rapidement parce que ça va pas trop. Donc je vais la tenter, je vais dire Girmay qui gagne demain. Ben, comme j'ai dit que ça allait être une échappée qui allait aller au bout, je vais dire peut-être le meilleur un des meilleurs pour ça, Benjamin Thomas. Pourquoi pas? Je trouve que en fait l'étape est très compliquée à contrôler. Et Cofidis va avoir vraiment besoin. Parce que, Ouais. Il faudrait qu'il soit avec Bruno Armirail et là, ils vont au bout. Et Abrahamsen. Ouais, mais je pense qu'il y aura des équipes qui vont vouloir aller devant. Maintenant, c'est sûr qu'il y a toujours des équipes derrière, comme, c'est con, mais par exemple Tudor, ils ont Dainese, qui vont vouloir contrôler derrière, même s'ils ne seront peut-être pas à la base de la poursuite, mais au moment où il faudra amener des hommes devant, ce sera l'une des équipes qui voudra vraiment aider le plus possible pour pouvoir. FDJ a l'air de vouloir faire confiance à Paul Penhoet. Donc je trouve qu'il y a quand même pas mal d'équipes qui, malgré leur manque de résultats, essayent quand même encore de revenir. Je trouve totalement logique parce qu'il faut faire confiance aux sprinteurs qu'on a mis sur la start list. Mais je pense que le parcours, le profil fait que ça peut amener du suspense jusqu'au bout. Encore deux questions pour vous. Le maillot vert est très très loin d'être joué puisque Jonathan Milan a encore que quelques points d'avance sur Tadej Pogacar qui lui normalement devrait encore scorer des points en montagne. Est-ce que Jonathan Milan peut garder ce maillot vert? Oui, pour moi il le gardera de justesse. Allez, de justesse, ça se jouera à 40 points grand max vraiment. Mais il faudra qu'il fasse vraiment des bons résultats, pas de chute surtout. Parce que déjà, s'il perd des points demain, ça va être compliqué. Et il faut absolument que l'échappée parte après le sprint intermédiaire du coup. Ouais. Et je pense que ça va vraiment être compliqué pour lui si demain il fait pas le plein de points. Moi, je pense que ça peut même se jouer sur les Champs-Élysées, ce qui est super rare. L'avantage, c'est que sur les deux étapes alpestres qu'on va avoir, les sprints sont à chaque fois assez tôt dans l'étape, donc avant un col, même si c'est toujours des débuts d'étape très difficiles où les échappés peuvent prendre du champ. Donc il doit prendre un max de points demain, éventuellement un max de points à Pontarlier lors de la 20e étape, parce que en tout cas au moins au sprint. Et puis sur les Champs-Élysées, je pense que ça peut vraiment se jouer là-bas, même si c'est rare, voire même presque jamais qu'un maillot se joue là. Mais c'est vrai que si Pogacar marque beaucoup de points lors des deux arrivées alpestre, ça peut être très serré parce que là ils ont 10 points je pense entre les deux, donc Ouais, c'est ça. Et Ouais, tout à dernière fait. question, vu qu'on est sur la dernière semaine, pour le maillot à poids. Moi, c'était ma question suivante. Ouais, Ouais. c'est ça. Lenny, ça va se jouer entre Lenny Martinez, Arensman et Pogacar. Mais pour moi, il y a Pogacar va, sans le vouloir, va remporter ce maillot à poids. Comme en fait ces dernières années, on a eu beaucoup Vingegaard, Pogacar. On a eu des exceptions, mais en tout cas, ils sont très très hauts sans vraiment le vouloir. Donc moi, je pense que Pogacar va avoir les deux maillots d'ailleurs. Moi, le vert aussi. Je l'avais dit dans la preview. Hein. Ouais, c'est vrai. ce qui est dommage, c'est que les poids sont doublés, enfin dommage ou pas, mais au col de la Louse,
Donc de ça la veut Lose. dire que La loose. col de la Lose. Donc Ce sera peut-être la loose de Pogacar. ouais, peut-être. Donc le col de la Lose, je pense que Pogacar va vouloir gagner là, ou en tout cas ça va jouer entre les deux ogres. Puis même si ça se joue pas, je pense que ça va être la grosse bagarre très tôt et que ça va rouler et que Visma va encore tenter des choses peut-être de loin. Donc malheureusement, je pense que Pogacar et directement Vingegaard vont ramasser énormément de points là au-dessus, et c'est peut-être ça qui va coûter à Martinez le meilleur point. Eh ben parfait. Est-ce que vous avez encore quelque chose à rajouter? Peut-être juste une mention pour Thibaut Bernard de notre région, un Wallon qui va chercher un titre européen en U23 à l'américaine. C'est quand même exceptionnel, donc je voulais quand même le mentionner. Ouais, très bien. Il a fait ça avec la manière en plus, avec son équipier Milan Van Noot. Franchement, chapeau à lui, félicitations Thibaut. Et les gars, nous on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao.